y a 5 ans, jour pour jour, les vies de Ghislaine Dupont et Claude Verlon se sont brutalement arrêtés. Nos deux confrères de RFI étaient en mission à Kidal, dans le nord du Mali, lorsqu'ils ont été assassinés. Depuis ce 2 novembre 2013, cette date est consacrée à la lutte contre l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée mondiale établie par l'UNESCO pour ne pas oublier. Pierre Aski, vous êtes notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de France 24. Vous êtes le président de Reporters sans frontières. Vous êtes notamment aussi l'auteur de cette chronique de géopolitique qu'on peut retrouver chaque matin sur les ondes de France Inter. Merci à vous. Je voudrais d'abord vous faire réagir, Pierre Aski, sur ce chiffre. 86 journalistes tués au cours de cette année. Ce chiffre n'inclut pas que les journalistes dits professionnels. Pierre, il englobe aussi ce qu'on appelle les journalistes militants, citoyens. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, ce sont tous les gens qui contribuent à notre information, qui sont à la fois des journalistes professionnels, dans certaines situations des journalistes citoyens. Je pense à l'exemple de la Syrie, par exemple, dans des pays en conflit, où effectivement, ce sont des gens qui veulent témoigner de la réalité. Et puis, il y a les collaborateurs de journalistes, ce qu'on appelle dans notre jargon les fixeurs, qui jouent un rôle clé pour aider à l'accès à l'information. Donc, cet ensemble fait aujourd'hui partie de cette statistique macabre qui est en augmentation. Et ce qui est plus grave, et c'est le sens de cette journée, c'est que non seulement il y a des journalistes qui sont assassinés, mais qu'il y a l'impunité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cas sur 10 au cours des 5 dernières années qui a été résolu. Et on assiste en fait à un manque de détermination des États à rechercher la vérité sur les meurtres de journalistes. Parce que, contrairement à une idée reçue, la majorité de ces journalistes ne meurent pas sur des champs de bataille. Ils ne meurent pas par une balle perdue dans un conflit armé. Ils meurent délibérément ciblés, assassinés, parce qu'ils travaillent sur des dossiers sensibles, que ce soit dans des pays comme le Mexique, sur les narcotrafiquants, le Pakistan, où il y a ce mélange entre lutte de clans, drogue, fondamentalisme, etc., où, et ça c'est partie des nouveautés sinistres de cette situation, l'Europe, avec les 2 meurtres au cours de l'année écoulée, que sont Jan Kuciak, par exemple, Jan Kuciak en Slovaquie et Daphne Caruana Galizia à Malte, qui étaient des journalistes d'investigation, donc qui ont été délibérément assassinés. Et pourquoi, selon vous, Pierre, est-ce qu'on ne parvient toujours pas à faire la lumière sur ces assassinats? Vous évoquez à l'instant ce manque de volonté de certains États, mais il y a quelques mois à peine, le président Macron, par exemple, avait appelé depuis la tribune des Nations Unies à la création d'une sorte de structure qui prenne en charge la protection de ces journalistes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette promesse-là? Ça avance tout doucement, il faut bien le dire, pas assez vite par rapport à la montée des statistiques qui continuent à grimper, mais ça avance. Et en particulier, il y a du côté des Nations Unies, puisque c'est là que ça se passe, une véritable écoute par rapport à ça, mais il y a effectivement, disons, des freins du côté des États, parce que dans un certain nombre de cas, on est dans ce carrefour très, très sensible entre la politique et la criminalité, avec des réseaux qui n'ont pas intérêt à ce que les journalistes fassent réellement leur travail. Quel est le but de ces assassinats? C'est de faire que les journalistes arrêtent d'enquêter sur ces affaires. De les faire taire, tout simplement. De les faire taire, mais aussi d'intimider les autres. Et il est clair, je voyais sur votre antenne un reportage au Pakistan où effectivement il y a eu 2 meurtres de journalistes dans la même rédaction, et le rédacteur en chef disait mais comment est-ce qu'on peut demander à des journalistes de continuer à travailler sur ces dossiers lorsqu'il y a la mort au bout du chemin, et c'est là qu'on est au cœur de la problématique de la démocratie. C'est que à partir du moment où les journalistes ne peuvent plus faire leur travail parce qu'il y a effectivement cette menace de mort, qu'il n'y a pas la protection des États ni celle de la société en général, d'une certaine manière, on est dans un affaiblissement de la pratique démocratique, parce qu'il y a des zones d'ombre qui couvrent des pans entiers de fonctionnement des États. Je vais vous interroger sur, si vous le permettez, j'ai recours au privilège de l'âge, à votre expérience de journaliste. Est-ce que finalement le meurtre et la disparition des journalistes est propre à une certaine époque? On a l'impression, quelques années en arrière, le fait d'être reporter, le fait d'être journaliste même, vous octroyez une sorte de protection. Alors, je pense qu'il y a 2 choses qui ont changé par rapport à des époques précédentes. La première, c'est qu'effectivement,
les journalistes, par exemple, dans la guerre du Vietnam, il y a eu beaucoup de victimes journalistes pendant la guerre du Vietnam, avec la guerre américaine du Vietnam, mais c'était des victimes collatérales des combats. Les journalistes étaient sur la ligne de front avec les troupes et prenaient des balles, effectivement. Aujourd'hui, ils sont ciblés. Et on le voit dans un certain nombre de cas sur des zones de guerre, les journalistes sont ciblés parce qu'ils sont perçus par l'autre camp comme des symboles d'un fonctionnement d'un monde occidental, d'un monde honni. Et la deuxième chose qui a changé, c'est qu'effectivement, ce journalisme d'investigation qui est à ce carrefour dont je parlais entre la politique et la criminalité est devenu une zone extrêmement sensible. Et aujourd'hui, Yann Kuciak, par exemple, c'est extrêmement intéressant. C'est pas un journaliste qui allait fouiner dans les réseaux mafieux avec des méthodes journalistiques classiques. C'était un journaliste de données. Il croisait des statistiques entre les statistiques européennes et les statistiques nationales pour voir où étaient les zones d'ombre et les zones où l'argent disparaissait. Et c'est cet homme qu'on assassine, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un travail qui, autrefois, l'aurait mis à l'abri parce que c'est un travail de bureau, c'est un travail de réflexion et de science, et non pas un travail de terrain qui le met en rapport avec des gens dangereux. Or, ces gens qui font ce travail sont ciblés aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a quelque chose de nouveau, de malsain, parce qu'il y a évidemment la porosité du monde politique. Et on le voit bien, dans le cas de la Slovaquie, c'est très intéressant ce qui s'est passé. C'est qu'on avait un Premier ministre qui, pendant des années, a dénigré les journalistes, a attaqué la presse de manière frontale, virulente, et qui, à un moment, s'est retrouvé avec un meurtre sur les bras et en disant mais j'y suis pour rien. Et évidemment, personne ne l'accuse d'être responsable. En revanche, il a créé un climat qui rend le passage à l'acte possible. Et c'est ça qui a changé aussi. C'est qu'il y a une sorte d'hostilité vis-à-vis du monde journalistique pour des raisons diverses. C'est un peu ce climat qu'on a tendance à retrouver aux États-Unis aussi très récemment, lorsque Donald Trump attaque par exemple les journalistes qu'il avait accusés d'avoir établi un climat de violence. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de pays. Mais nous ne sommes pas épargnés ici non plus de ce climat. Et c'est quelque chose dont on n'a sans doute pas assez conscience sur la capacité que ça produit de passage à l'acte chez certains individus. Merci beaucoup, Pierre Aski. Merci pour ce témoignage et cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le président de Reporters sans frontières et que l'on peut retrouver chaque matin votre chronique sur les ondes de France Inter. Merci à vous.